Après avoir abordé le contrôle volontaire ou le contrôle cortical du mouvement, qu'en est-il maintenant de la motricité involontaire, qui va être spécifiquement représentée par le mouvement réflexe? Le mouvement réflexe est organisé selon un arc réflexe. Il a de ce fait une organisation dite circulaire, à point de départ périphérique et à effecteur musculaire. Comment peut-on définir le réflexe? Il s'agit d'une réponse motrice innée, obligatoire, c'est-à-dire qu'elle se produit toujours quand on fait la même stimulation. Elle est rapide, stéréotypée, ça veut dire qu'elle se produit toujours de la même façon et qui participe à la sauvegarde de l'organisme. En effet, on distingue par exemple le réflexe de triple retrait. C'est un réflexe à point de départ cutané. La peau est stimulée suite à une blessure ou à une brûlure ou à une piqûre et l'information va aboutir par arc réflexe médulaire à une contraction des muscles qui va amener le membre hors de la portée de la source de la douleur qui est une source destructrice pour l'organisme. Donc ça va participer à sauvegarder l'organisme de sa destruction. On distingue plusieurs types de réflexes. D'une part, on fait la part entre le réflexe monosynaptique et le réflexe polysynaptique, et d'autre part, on distingue le réflexe simple du réflexe complexe. Le réflexe monosynaptique se caractérise par le fait que l'afférent sensitive et l'efférent moteur sont reliés directement par une seule synapse. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Alors que le réflexe polysynaptique se caractérise par l'interposition d'un interneurone au niveau de la moelle qui va relier l'afférent sensitif et l'efférent moteur avec réalisation de deux voire plusieurs synapses. Pour le réflexe simple, il est dit simple quand il s'exécute au niveau d'un seul étage médulaire. Là, par exemple, pour le réflexe rotulien, il se produit au niveau de l'étage L4, au niveau de la moelle épinière. Le réflexe complexe, quant à lui, va se dérouler à des étages différents au niveau de la moelle épinière. Là, par exemple, il s'agit du réflexe de triple flexion suite à une stimulation douloureuse de la plante du pied qui va entraîner à la fois une contraction du psoas dont le centre réflexe se situe à peu près au niveau de L2, L3, une contraction du tibial antérieur qui va permettre une flexion dorsale de la cheville et éloigner le pied du danger. Et ce réflexe va se situer à peu près au niveau de L4, L5. Aussi, il va y avoir une flexion du genou par contraction des ischio-jambiers dont le niveau médulaire se situe entre L5 et S2 à peu près. Un des exemples les plus importants ou les plus utilisés dans l'organisme du réflexe, il s'agit du réflexe myotatique. Euh, en d'autres termes, on l'appelle aussi le réflexe d'étirement musculaire. Le réflexe myotatique correspond à la contraction réflexe d'un muscle suite à son étirement. Là, sur cette figure, vous voyez l'expérience princeps qui a été réalisée par Sherrington. Sherrington mettait en tension des muscles correctement innervés en leur mettant des poids qui vont assurer l'étirement de ce muscle. Il a remarqué que après avoir mis en place un poids et donc entraîné un étirement d'un muscle, à partir d'un certain temps de latence qui correspondrait au temps mis par l'influx nerveux pour voyager tout au long de l'arc réflexe, il va y avoir une contraction du muscle en réponse à cet étirement. Cette expérience qui a participé à la mise en évidence de ce réflexe a été réalisée par Sherrington sur les chats. Et là, vous voyez que sur cette figure,
on voit un peu la relation entre l'intensité de l'étirement. Là, pour un étirement d'environ 4 mm, on va avoir une réponse maximale par contraction motrice à peu près maximale. Cette découverte de Sherrington a permis à d'autres venant après lui à décrire, notamment Lyell, qui est un scientifique qui a été le premier à vraiment décrire les différents éléments de l'arc réflexe myotatique qu'on considère comme étant le seul réflexe médulaire monosynaptique. Tous les autres réflexes, notamment le triple retrait, font intervenir des interneurones médulaires. Alors, les différents éléments de cet arc réflexe sont les suivants. Nous avons euh, des récepteurs sensitifs qui sont situés au niveau des fuseaux neuromusculaires. Il s'agit d'une structure localisée à l'intérieur des fibres musculaires et qui sont sensibles à l'étirement. Donc, en cas d'étirement du muscle, ces récepteurs vont envoyer de l'influx nerveux tout au long de l'afférent sensitif, à savoir la fibre de type 1A. Il s'agit d'une fibre de gros calibre bien myélinisée. Cette fibre 1A va rentrer dans la moelle par la racine dorsale, puis va faire synapse au niveau de la corne antérieure de la moelle avec le motoneurone alpha destiné au même muscle à l'origine de la stimulation et entraînant sa contraction. Le réflexe myotatique est souvent utilisé en pratique clinique par la recherche de ce qu'on appelle les réflexes ostéotendineux, dont le réflexe rotulien. Quand on tape sur le tendon musculaire avec le marteau à réflexe, on entraîne un petit étirement ou un petit allongement du muscle qui va stimuler les fuseaux neuromusculaires au niveau du quadriceps et de la part l'influx nerveux qui va faire le voyage tout au long de l'arc réflexe et revenir en tant qu'influx moteur qui va entraîner la contraction du quadriceps qui va engendrer l'extension du genou et c'est là la réponse qu'on attend lorsque l'arc réflexe est intact. Lorsque le réflexe rotulien est diminué, c'est-à-dire lorsqu'on n'a pas une extension suffisante du genou ou quand elle est inexistante, on en conclut qu'il s'agit là d'une interruption de l'arc réflexe à un certain niveau de son organisation. Le réflexe myotatique, à quoi il sert? Eh bien, dans la vie quotidienne, il est très utile. Notamment, il assure la protection des muscles et des articulations, surtout dans les situations de contraction extrême. Par exemple, dans le sport et notamment en cas de tir ou de shoot sur le ballon, quand on joue au football, le quadriceps peut avoir une contraction très importante qui va entraîner par la même occasion un étirement des ischio-jambiers qui vont par contraction réflexe due au réflexe myotatique vont protéger le genou d'une extension extrême qui pourrait mener jusqu'à la luxation des foies. Même chose au niveau du membre supérieur lors par exemple d'un mouvement brusque ou qui, comme celui du lancer de javelot. Ainsi, on peut comprendre que le réflexe myotatique joue un rôle de d'équilibration entre les muscles agonistes et les muscles antagonistes afin de protéger les articulations sur lesquelles ils agissent et de protéger les muscles eux-mêmes d'une déchirure extrême suite à un étirement maximal. Donc, en résumé, on oppose le mouvement volontaire et le mouvement réflexe involontaire. Le mouvement volontaire correspond ou bien répond à une organisation hiérarchique descendante de type vertical et le mouvement réflexe répond à une organisation circulaire par arc réflexe horizontal étagé au niveau de la moelle épinière. Eh bien, est-ce qu'on a tout compris? Bien sûr que non, car ce qui reste à établir, c'est que ces deux types de contrôle de la motricité ne fonctionnent pas indépendamment l'un de l'autre, mais ils interagissent l'un sur l'autre avec une relation qu'on appelle le parallélisme, qui va permettre au mouvement volontaire d'influencer le mouvement réflexe et vice-versa.
nous allons essayer de développer un des exemples importants de ce parallélisme. Reprenons l'histoire du réflexe myotatique. Ce réflexe-là, en fait, ne fonctionne pas de façon indépendante, mais il est dans la vie réelle sous l'influence inhibitrice de la voie corticospinale descendante, c'est-à-dire du faisceau pyramidal. En effet, lorsque le premier motoneurone M1 apporte la commande volontaire pour un certain muscle qu'on va appeler agoniste, puisqu'il va effectuer le mouvement voulu, il va stimuler le motoneurone destiné à ce muscle, mais par la même occasion, il va inhiber le motoneurone destiné au muscle antagoniste au premier pour s'opposer à la contraction réflexe de ce muscle-là. On s'explique dans une situation claire. Reprenons maintenant la situation qu'on a décrite au début de la pomme qu'on veut attraper. Pour faire ce mouvement, nous avons besoin évidemment de contracter le triceps pour assurer une extension du coude afin que la main puisse approcher la pomme. Pendant cette contraction du triceps, il va y avoir par la même occasion un étirement du biceps brachial qui constitue l'antagoniste du triceps. Par réflexe myotatique, cet étirement va aboutir à une contraction réflexe du biceps, ce qui va limiter l'extension du coude qui était quand même le mouvement voulu, ce qui va engendrer un cercle vicieux avec une impossibilité d'atteindre la pomme parce que plus je contracte le triceps, plus j'étire le biceps et le biceps va se contracter, revenant à la case de départ. Donc pour éviter cette situation, le faisceau qui apporte la commande au triceps pour se contracter et ouvrir le coude va par la même occasion inhiber la contraction réflexe du biceps pour qu'il n'empêche pas la réalisation du mouvement volontaire. Ce contrôle ou cette influence inhibitrice de la voie descendante sur le réflexe myotatique peut être interrompu dans des situations de lésion de ces voies descendantes, notamment dans ce qu'on appelle le syndrome pyramidal. Ce syndrome pyramidal s'accompagne d'une exagération du réflexe myotatique qui va entraîner une contraction réflexe très puissante de certains muscles en réponse à leur étirement, qui va s'aggraver suite à leur étirement, et c'est ce qu'on appelle la spasticité. D'un autre côté, lorsqu'on va s'intéresser un peu plus à l'organisation volontaire du mouvement, on voit que lors de l'exécution du mouvement, il se peut qu'il y ait des accidents en cours de route. Par exemple, en marchant, on peut trébucher, on peut marcher sur une pierre et perdre l'équilibre. Et à ce moment-là, nous avons un feedback proprioceptif et visuel qui nous informe ou qui informe notre système nerveux de façon continuelle des dangers et de la qualité de l'exécution motrice, lui permettant de se rattraper à la fois par voie réflexe, mais aussi en changeant les programmes en amont. Ainsi, cette hiérarchie descendante ne l'est pas exclusivement ainsi, puisqu'il y a ce type de rétrocontrôle permettant de revenir en arrière et de régler la situation pour l'adapter au changement de l'environnement. C'est ce qu'on appelle les boucles de contrôle. Voilà, maintenant qu'on a un petit peu développé cette histoire de parallélisme, c'est enfin fini, n'est-ce pas? Eh bien, je ne pense pas, parce que dans ce cours, j'ai essayé d'être très simpliste afin de simplifier les données et de ne pas compliquer la compréhension des choses complexes. Car, j'imagine que vous le savez, mais il existe d'autres structures fortement impliquées dans le contrôle moteur que nous n'avons pas abordées, telles que le cervelet, qui est connu pour son rôle primordial dans la coordination de la motricité et la coordination de l'action des muscles qui travaillent en même temps ou successivement,
Il y a aussi les boucles de contrôle entre les noyaux gris centraux qui vont agir par la voie de la motricité extra-pyramidale pour réguler le tonus et beaucoup d'autres actes de rythmicité du mouvement. Il y a aussi euh, les autres types de motoneurones que nous n'avons pas abordés, à savoir les motoneurones gamma, qui interviennent également dans la régulation du réflexe myotatique, mais aussi qui interviennent dans l'adaptation de la longueur ou de la contractilité du muscle tout au long de sa contraction. L'adaptation, c'est-à-dire elle intervient dans la relation entre la longueur et la contraction musculaire. Toutes ces structures non abordées, tous ces éléments-là ont été intentionnellement écartés du cours pour le simplifier. Cependant, bien sûr, on peut aborder tous ces aspects lors de la prochaine séance de questions-réponses. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur notre page Facebook. Et moi, je vous retrouve lors de notre prochain cours. À bientôt!